Je viens en appartement avec ma compagne. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble et on a eu 2 petites filles. Je vis en colocation. Avant, j'étais au foyer. Je vis en appartement sur Hyères avec ma compagne et mes 3 enfants. Je vis avec ma compagne, ça se passe très bien même. Ça fait depuis 3 ans qu'on vit ensemble. Je suis en location depuis avril-mai. Ça me fait très bien et je suis très contente. J'ai fait foyer, j'ai fait campus, j'ai fait appartement tremplin, j'ai fait SAVS pendant un moment et dans ces 9 ans d'ailleurs j'ai été au SAVS pendant un petit moment et puis après en parfaite autonomie. C'était une sacrée bataille parce que les éducateurs n'étaient pas trop d'accord et puis de toute façon j'ai dit je partais, donc c'est où je pars donc ça n'avait pas trop le choix et au final ils m'ont dit oui mais bon ça changeait pas grand chose. En appartement, on vit seul et que quand on est au foyer, on est avec les éducateurs, donc c'est pas la même chose. On prend tout, on prépare tout, on fait la cuisine, on fait à manger. Après, on fait le ménage. Et voilà. C'est un peu la liberté, c'est un peu l'autonomie, c'est un tout, on va dire. C'est savoir ce qu'on veut manger le soir. On n'est pas obligé de manger ce qu'on nous demande de manger. Hein, et puis faire les courses, se coucher à l'heure qu'on veut, sortir à l'heure qu'on veut. C'est tout l'autonomie, c'est faire sa vie de A à Z, quoi. Je pense que c'est accompli pour moi. D'être autonome, d'avoir fait sa vie, d'être arrivé jusqu'au bout, ne rien lâcher et ne rien abandonner. Je ne savais pas faire à manger au début, mais là, ça va. Ah non, oui, c'est tout le monde rencontre des difficultés, surtout que j'ai un fils handicapé. Voilà. Étant moi-même handicapé, voilà, on comprend ce qu'il ressent et tout ça. Après, il n'y a rien de facile, mais après, c'est la vie. Si on a besoin d'aide pour leur dire à l'éducateur, des fois c'est propre, des fois que j'arrive pas, je demande à ma copine de m'aider. Voilà. Non, j'ai pas de suivi des SAVS, j'ai pas de suivi de curatrice. Je gère mon argent seul, je gère mon autonomie seul, la cave seule. Si j'ai des questions, je demande à mes parents qui sont toujours là pour moi. C'est pas pour me vanter, hein, parce qu'au final ils se sont vite rendus compte qu'il n'y avait pas de complications. Mais à la base, ouais, ils étaient là pour m'accompagner. Ils m'ont aidé à m'installer, ils m'ont aidé à faire les déménagements et tout ça. Et puis oui, ils sont super cool. Ils vous expliquent pas mal de choses qu'on ne sait pas forcément. Un jour, mais pas tous les jours. On a fait un suivi à SAVS pour nous aider un peu, mais pas dans le sens aider, c'est dans le sens pour nous suivre dans les papiers, pour voir un peu si tout se passe bien, tout ça, quoi. Si on arrive à bien gérer, bon voilà, quoi. Moi, je préfère rester à l'appartement qu'au foyer. Je rêverais d'un immeuble qui fait partie d'une collectivité, enfin d'un foyer, d'une association où tout l'immeuble est réservé pour les personnes à mobilité réduite ou dits handicapés. Pour l'instant, peut-être après avoir un appartement seul pour avoir plus d'expérience dans mon projet, pour avancer, faire plus de choses. Plus tard, j'aimerais bien montrer à
montrer à mes enfants ou montrer à ma famille que je suis capable, même si j'ai un handicap. Moi, mon but, c'est d'acheter une maison. Le problème, c'est qu'avec la hache, on n'achète pas de maison. J'aimerais vraiment avoir une propriété, une maison quoi, avec mes enfants, avoir un jardin pour les petits. Et puis après qu'ils aillent loin. Même mon fils, malgré qu'il soit handicapé, je veux qu'il aille loin. Je sais qu'il ira loin. Il est parti pour. Ben, qu'est-ce qui me manque? Ben, une limousine. Alors, on est dans une vieille maison, on est une jeune structure, nous, puisqu'on a ouvert il y a 5 ans maintenant. On est une structure de 20 studios. On a 20 studios sur une structure collective et 8 studios qui sont installés dans la communauté urbaine du Grand Nancy. En 5 ans, on a accueilli 68 personnes, puisqu'on accueille aussi des stages. On a des personnes de passage qui viennent, on a des personnes aussi qui viennent évaluer leur capacité à leur autonomie dans leur démarche, dans une démarche plus globale. Nous sommes sur des jeunes adultes, la moyenne d'âge est de 23 ans, avec un handicap moteur. Pour reprendre le titre je suis désolée, il faut que je me mette en route. Après, ça ira un petit peu mieux. Je suis très émue, surtout au vu de ce qu'on a entendu ce matin. Ça va être très, très compliqué de faire mieux. L'habitat est une clé pour l'autonomie. Alors moi, je ne dirais pas que l'habitat, c'est une clé pour l'autonomie, parce que la démarche de l'habitat, c'est plutôt un prétexte à l'autonomie. Une inclusion, pour nous, ne se décrète pas, elle s'apprend. Et c'est tout le challenge qu'on s'est donné. Est-ce que, parce qu'on est en situation de handicap, on doit imaginer sa vie de demain encore en structure et finir sa vie en structure? On s'est dit que non, au niveau de l'équipe qui m'accompagne dans ce projet. Pour ce faire, on engage les résidents. Alors je tiens à ce terme-là, on utilise le terme de résident avec un A, comme résident universitaire, c'est-à-dire c'est ceux qui seront là pour apprendre et surtout pour ne pas rester. On les engage quand ils arrivent dans notre structure dans un processus d'accompagnement au changement, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un accompagnement, on est vraiment dans un processus d'accompagnement au changement, afin de développer plusieurs aptitudes, des aptitudes sur l'autonomie certes, des aptitudes sur la santé mais au sens de l'OMS, et je tiens au sens de l'OMS, et sur la vie quotidienne bien évidemment. Pour ce faire, les résidents s'engagent avec nous dans une démarche de gestion de projet. Ils gèrent leur projet, nous ne gérons pas leur projet, nous le refusons. Ces compétences acquises, ils pourront s'installer ou pas dans leur propre logement, en milieu ordinaire ou pas. Les objectifs poursuivis, on est sur un changement de paradigme. Quand j'ai pris la direction de cet établissement, j'ai relu Alexandre Jolienne, Éloge de la faiblesse, qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire que les codes de nos milieux institutionnels ne sont pas les codes du milieu ordinaire et qu'un des premiers freins pour s'engager dans cette démarche-là, c'est d'en connaître les codes. Alors pour ça, on doit s'oublier en tant qu'usager de structures institutionnalisées pour devenir d'une part sujet, d'autre part de droit, et ensuite être capable de faire des choix. Alors pourquoi je dis sujet? Parce que les personnes, quand elles arrivent chez nous, elles sont définies personnes handicapées. Elles ne sont pas hommes, elles ne sont pas femmes. D'ailleurs, on voit bien, ils arrivent tous en jogging. Les jeunes femmes sont sorties du nid, des coupes courtes, quand elles ont des coupes. Elles n'ont jamais vu un gynéco, parce que finalement, un gynéco, c'est pour faire des bébés, donc elles n'en veulent pas. C'est des choses qui me sont rapportées par les personnes qu'on accueille. Donc déjà, être un homme et une femme et se déterminer comme ça d'un point de vue social nous semble extrêmement important. Donc c'est l'accompagnement premier qu'on fait. Et puis après, on devient des sujets de droit. On utilise le jeu. Je suis locataire, je suis client, je suis consommateur, je suis assuré social, etc., etc. Une des choses qu'on fait, on utilise déjà la structure, l'établissement dans lequel je suis en tant que terrain de jeu
Et on a un syndic qui a une véritable présence et qui a une véritable capacité de faire bouger les choses institutionnelles. Ce syndic a participé au règlement intérieur, c'est-à-dire qu'ils ont repris le règlement intérieur de l'établissement en traduisant en fiches compréhensibles par tous, et c'est le syndic qui l'a fait. Il y a 2 ans, ils m'ont fait un superbe cadeau de Noël. On fait un CVS, syndic, CVS, puisque le syndic a été avant le CVS, et maintenant le CVS délègue au syndic tout ce qui est quotidien. Le CVS ne conserve tout ce qui est décisionnel. Mais sur le terrain, les premiers mercredis du mois, le syndic, élu par leur père, a un créneau qui leur est réservé. Ils l'utilisent ou pas. La seule chose que j'ai en termes d'exigence, c'est d'avoir un ordre du jour. Sinon, je suis à leur disposition lors de ce temps-là. Et il y a 2 ans, on parle lors d'un CVS en disant qu'il faut qu'on mette en place un questionnaire de satisfaction. Très bien. Et puis, ils sont revenus à Noël. Le questionnaire de satisfaction, ils l'avaient monté. Il l'avait passé et il me donnait les résultats. Le questionnaire de satisfaction, je ne m'en suis pas occupée. Ils ont été chercher les aidants qui leur étaient nécessaires pour monter ce questionnaire de satisfaction et ils ont fait leur questionnaire de satisfaction par rapport au sujet qui leur importait. Et puis ensuite, le choix. Alors le choix, c'est la partie la plus dure. C'est-à-dire qu'on est parti du principe... On parle beaucoup d'autonomie et puis en fait, on s'est aperçu que nous, plus que de l'autonomie, ce qui était important pour eux et ce qui leur était nécessaire, c'était de s'autodéterminer. Alors ça veut dire quoi, s'autodéterminer? Pour nous, c'est la capacité de faire des choix et surtout d'interagir sur son environnement. De là naît le besoin d'autodétermination. Chacun a besoin de se sentir à l'origine de son comportement. Pour nous, l'autonomie, certes, c'est la capacité de décider, de choisir, d'orienter ses actes, de prendre des risques. C'est important, puisqu'il faut être aussi prêt à les assumer. L'indépendance, c'est sa capacité à effectuer sans aide les activités de la vie courante. Le pouvoir d'agir, lui, il exprime déjà un processus dynamique, interactif, entre la personne et son environnement. Alors, si on résume... L'empowerment, c'est, je suis désolée, je suis très mauvaise en anglais, un processus par lequel on apprend à devenir de plus en plus acteur de ce qui concerne notre propre vie, mais surtout la capacité de l'exercer dépend de son environnement. Vous allez dire que je vous saoule avec mon environnement, mais c'est quelque chose qui est important dans la capacité de notre prise en charge qu'on fait de nos résidents. Quand on reçoit un résident... On fait une évaluation. Alors une évaluation qui n'est pas faite au doigt mouillé. Hein. On est parti au départ du GEVA. Ce GEVA-là, on l'a décliné dans nos métiers. Et on doit avoir à l'instant T à peu près un référentiel qui dispose de 500 références. Alors bien sûr, chacun n'est pas soumis aux 500 références, mais ça nous permet de construire des choses, des objectifs avec chacun de nos résidents qui sont très précises et surtout avec des processus en étapes. Ce diagnostic qui permet d'établir très clairement les besoins nous permet surtout de mettre en place ce qu'on appelle une stratégie de compensation du handicap. La stratégie de compensation du handicap, si on définit la dépendance uniquement autour du handicap, certes, on pallie à une forme de dépendance, mais la dépendance qui est aussi extrêmement importante, c'est celle de son environnement. Est-ce qu'on peut parler d'autonomie si on ne peut pas prendre un bus? Est-ce qu'on peut parler d'autonomie si on ne peut pas accéder au cabinet de son médecin? Est-ce qu'on peut parler d'autonomie si on n'est pas capacité de prendre un rendez-vous? Etc., etc. Et donc c'est l'ensemble de ces besoins qui nous permettent de développer une stratégie de compensation du handicap. Cette proposition de stratégie, donc, qui dépend de l'écosystème. On a vraiment une approche extrêmement systémique des besoins, ce qui permet aussi de répondre à une logique de parcours. Pourquoi est-ce que je vous parle de logique de parcours? Parce que ces besoins, en face, on va leur mettre des prestations. Alors mes équipes n'aimaient pas quand on en parlait au départ, mais je leur disais, je ne vous demande pas d'avoir une tête, je vous demande d'être des bras et des jambes. Vous êtes au service de la personne que vous accompagnez et ce n'est pas vous qui offrez à la personne que vous accompagnez ce que vous savez faire. Avec ça, on met en place un faisceau de prestations
c'est un plan de compensation du handicap finalement, hein, où chacun va à la recherche de ses besoins et qu'on coordonne bien évidemment, enfin non, qu'on coordonne, que le résident coordonne avec notre aide. Ça permet d'avoir cet ensemble de prestations coordonnées. On évalue les capacités, on définit des objectifs. Alors, cet objectif-là, quand on monte les objectifs avec le résident, on travaille toujours en double évaluation. C'est-à-dire que le professionnel évalue si on atteint, si on n'atteint pas. Alors, on travaille parfois sur des micro-objectifs. Le premier objectif, ça peut être d'ouvrir sa porte de frigo. Et puis à la fin, on arrive à l'objectif final qui est se faire à manger seul. Et le résident s'auto-évalue. Et c'est de cette double évaluation qu'on va travailler ensemble à la mise en place de l'objectif suivant. Ça permet de travailler sur quelque chose qui est cependant cadré, bien évidemment, mais ça permet surtout de s'interroger sur nos pratiques. Les professionnels que nous sommes, quand on met en place cette stratégie de compensation qui se fait par le biais de prestations, dans un premier temps, cette prestation ne s'interroge plus qu'en interne. C'est-à-dire qu'on a des savoir-faire, mais on a surtout les savoir-faire extérieurs qu'on va chercher pour construire ce parcours. Donc on ne se limite plus à l'établissement, on sort des murs de l'établissement. On travaille aussi énormément avec... on se nourrit de ce que peuvent faire les autres, on se nourrit de ce que font les résidents, puisqu'ils n'hésitent pas à nous dire ce qui ne convient pas. On a travaillé avec eux, on a créé de façon assez spontanée en fait un Living Lab, qui est parti de la démarche de l'école de la vie autonome, puisque quand on a conçu l'établissement, il était hors de question qu'on soit soumis aux équipementiers, puisque les équipementiers, une fois de plus, ils donnent une réponse qui est la leur, mais qui ne répond pas aux besoins. Donc on a travaillé dans l'établissement déjà à concevoir cet établissement en fonction du besoin, et on s'aperçoit que finalement chez Leroy Merlin, ils compensent vachement bien la dépendance pour un peu qu'on sache écouter les besoins de nos résidents et d'avoir des bons ergots. On a travaillé aussi comme ça avec l'imprimante 3D, c'est-à-dire que l'imprimante 3D, on travaille en identifiant ce dont a besoin le résident, et les équipes ne se disent plus « alors là j'ai mon lève-personne, ça va être super, on va pouvoir faire ça ». Non, les équipes se disent « là il aurait besoin de tel système, donc je vais me rapprocher de l'ergo et on va concevoir ce système qui va pouvoir compenser sa dépendance et le rendre encore un peu plus autonome ». Donc chaque professionnel s'interroge tout le temps sur quel est son besoin et pas « je sais faire ça ». Nous savons faire des choses, mais surtout, que devons-nous offrir pour que la personne soit satisfaite dans ses besoins et dans sa demande. Au départ, quand j'ai ouvert l'établissement, il y avait quelque chose qui me choquait, qui m'a interpellée très rapidement. J'ai 2 week-ends, ça pétait le week-end. Et le week-end, je me retrouvais aux urgences psy à aller récupérer mes résidents. Alors, ils me l'ont fait un week-end, ils me l'ont fait un deuxième, ils ne me l'ont pas fait 3. C'est-à-dire que la 3e fois, j'ai demandé à ce qu'ils m'expliquent pourquoi ça avait pété, et on a remonté l'origine de la violence. Et très vite, on s'est aperçu qu'en fait, le professionnel n'avait pas su comprendre le besoin, et que la personne qui n'était plus en capacité d'être dans l'échange ou dans la construction d'un échange s'est exprimée comme il pouvait le faire, c'est-à-dire par la violence. Je n'ai plus aucune problématique de violence dans mon établissement. On a aussi travaillé avec l'école de kiné, l'école d'ergo. On a rencontré les 3e années de l'école de kiné cette année, et on les a interrogés aussi sur la façon dont ils travaillaient sur la compensation du besoin. On les a rencontrés avec mon ergo et le kiné libéral qui intervient dans ma structure, puisque je n'ai pas de kiné, c'est les résidents qui choisissent leur kiné. Et ils choisissent leurs autres prestataires, charge à eux de s'organiser avec eux. Ils viennent dans l'établissement ou ils vont à l'extérieur de l'établissement, ils construisent leur parcours et surtout leur annuaire de demain. On a
demandé aux kinés comment est-ce qu'ils identifiaient en fait leur pratique. Alors c'est difficile comme question à poser à des 4e années, et puis on est revenu en fait sur les besoins des enfants, et on leur a pris cet exemple-là en leur disant mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes vous-même, de par vos pratiques en établissement, enfin vous pouvez être à l'origine de pertes de chance. Ils n'ont pas tout de suite compris ce qu'on voulait dire, et puis on a pris cet exemple simple chez un enfant, le toucher, on sait que ça lui permet de voir dans l'espace. On sait que ça lui permet de construire ces choses de demain. Sous prétexte que vous avez une aide humaine, aide-soignante ou AMP, puisqu'on les appelle aide humaine, nous, puisque j'ai l'ensemble qui travaillent et qui font le même métier, et ben cette personne, on ne va pas développer parce qu'on perd du temps, finalement, d'attraper et de prendre. Le problème, c'est que si on ne lui apprend pas à toucher, à attraper, à prendre, et ben demain, on va être en perte de chance sur sa capacité de se projeter en 3D, de concevoir, de toucher. On l'a identifié ça très clairement. Un jeune homme est arrivé chez nous il y a 4 ans. Maintenant, il est en phase 2. Il va sortir très prochainement pour s'installer seul dans son appartement. Ce jeune homme, d'ailleurs, qui maintenant donne des cours à l'école d'ergo, il voit les premières années à l'école d'ergo et il leur parle d'autonomie pendant 2 heures. C'est lui qui forme les professionnels de demain. On était assez fiers de nous quand on a vu ce challenge, enfin, fiers de lui quand on a vu le challenge qu'il relevait. Ce jeune homme, quand il est arrivé chez nous, il avait 4 heures de kiné, 4 heures et demie de kiné, qui le limitait. Ça veut dire qu'il avait quelqu'un quand il se levait, quelqu'un quand il se couchait, quelqu'un pour enlever son pantalon, quelqu'un pour enlever ses chaussures. Avec cette démarche entre le kiné et l'ergo, il est à 20 minutes de temps kiné aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de personne chez lui. C'est l'ensemble de ces démarches qui nous paraissent importantes et qu'on mène à l'école de la vie autonome. On s'aperçoit qu'on est... C'était très difficile pour mes équipes d'entendre ou de s'entendre dire que nous pouvions être à l'origine de la dépendance. À partir du moment où on a posé les choses et on a prouvé par l'exemple qu'on pouvait rétroagir et repartir en poussant le balancier, on a réellement répondu aux besoins de nos résidents. Et nos résidents se sont facilement emparés de la démarche de prise de décision, de capacité de faire des choix, ont rapidement aussi identifié ce dont ils avaient besoin et l'ont rapidement exprimé. Et j'ai le sentiment qu'avec cette démarche en processus que nous avons mis en œuvre, nous parvenons à avoir des résidents autodéterminés qui peuvent faire le choix ou pas de s'installer en milieu ordinaire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Nul doute qu'on aura un certain nombre de questions à vous poser. Maëlys, on se tutoie en temps normal, donc je vais continuer. Je veux pas. Maëlys, tu as été amenée à devoir soutenir ta sœur. Tu vas nous le dire rapidement. Et tu as privilégié la création d'un certain modèle d'accompagnement plutôt que de proposer, pourquoi pas, à ta sœur d'être dans un établissement traditionnel type SMS. Je ne le dis pas par hasard. Ce qui nous intéresse là, c'est de savoir un peu pourquoi tu as privilégié un autre modèle, ce qu'il est, et les résultats que ça peut donner. Et bien sûr, on profitera de la présence des collaboratrices aidantes, accompagnantes, pour poser un certain nombre d'autres questions. Et on profitera aussi de Sabrina, puisque Sabrina, qui est ta sœur, bénéficie d'une forme d'habitat qui est assez originale. Je te laisse Merci, Patrick. présenter. Ah oui, donc je suis une des sœurs de Sabrina. Sabrina a eu un accident de voiture quand elle avait 18 ans, en 99. Elle a passé 4 ans dans l'hôpital, en rééducation, et ensuite, au bout de 4 ans, on a considéré qu'elle était dite consolidée, et donc retour chez papa-maman, où elle a passé 10 ans. Et un jour, on s'est quand même posé la question de la suite, après papa-maman, parce que mes parents ont 80 ans aujourd'hui. Et on a commencé à discuter avec Sabrina il y a presque une dizaine d'années maintenant, sur ce qu'elle voyait pour elle comme avenir. Et elle ne voulait pas aller en établissement, ça, elle était bien claire là-dessus. Elle voulait vivre dans un appartement, seule. Alors vivre dans un appartement seul, c'est pas toujours très, très stimulant, très, très rigolo. On est un peu dans une situation d'isolement. Et puis surtout, Sabrina bénéficiait que 6 heures de PCH par jour,
ce qui en soi est déjà énorme, mais largement insuffisant quand on est dépendant 24/24 comme elle l'est. Et donc de cette double réflexion de dire il ne faut pas qu'elle soit seule et elle n'a pas assez d'heures de PCH, je me suis dit si elle vivait en colocation avec plusieurs personnes handicapées comme elle, et plusieurs personnes qui ont individuellement pas assez d'heures de PCH, est-ce que ça ne peut pas donner quelque chose de beaucoup plus intéressant pour eux? Et donc c'est comme ça qu'est né le Club des 6 à la Croix-Valmer que j'ai ouvert en 2014, où Sabrina vit avec 5 autres personnes cérébro-lésées. 6. Et où ensemble, ils réunissent 42 heures de PCH par jour, ce qui permet d'avoir une équipe de 8 salariés temps plein qui s'occupent d'eux du matin au soir, y compris la nuit, et surtout avec à certains moments jusqu'à 4 aidants présents simultanément pour assurer aussi un accompagnement individuel, puisque chacun a le droit d'avoir son projet de vie individuel, même s'il vit en colocation, bien sûr. Et alors, je vais vous proposer un petit film qui dure 2 minutes, puisque les images parlent souvent mieux que les mots. Et puis ensuite, je vous donnerai un petit peu de contexte aussi sur ce qu'est l'habitat inclusif aujourd'hui. Ça représente une des grandes priorités du gouvernement d'hier et de celui d'aujourd'hui. Donc vous donner un petit peu aussi de perspective sur ce nouveau lieu de vie pour personnes en situation de handicap qui va être amené à se développer très fortement dans les années à venir. Des fauteuils roulants et des professionnels paramédicaux, mais nous ne sommes pas dans une structure médico-sociale. Sabrina, Franck, Guillaume et Wery sont ici chez eux. Ces personnes, victimes d'un traumatisme crânien, plutôt que de rejoindre une institution, ont décidé de vivre ensemble en colocation. Au rez-de-chaussée, le Club des 6, la colocation spécialement aménagée qui propose toutes les aides humaines permettant aux colocataires de vivre chez eux en autonomie et de bien vivre leur handicap au quotidien. Au premier étage du bâtiment, des logements sociaux type PLS pour personnes autonomes, valides ou non. Régulièrement, la villa accueille les habitants de la ville pour des soirées à thème ou des dîners. Des exemples d'implication de la vie locale qui font d'eux des citoyens à part entière de la Croix-Valmer. La communauté s'intègre en douceur dans la vie locale, permettant de changer le regard sur le handicap et de développer les capacités d'acceptation de la différence en général. Ce qui a changé en fait depuis la mise en place de la Villa Sabrina, c'est que ces colocataires font partie des Croisiens. Ce sont des Croisiens. C'est un enrichissement pour la Croix-Valmer. On n'est pas là pour faire à leur place, on est là pour les accompagner à faire au maximum de leur autonomie et de leur capacité. Avant, j'étais souvent comme ça, sur le fauteuil roulant. Alors maintenant, je fais comme ça, l'épaule à l'arrière. Ce qu'on a créé en 2014, c'était à l'époque encore très innovant, c'était même pas autorisé, puisqu'en fait la mutualisation de la PCH, on n'avait tout simplement pas le droit encore de le faire en 2014. Moi j'ai dit, je le fais quand même, puisque à moins que vous donniez 24 heures de PCH à chacun des colocataires, ça ne peut pas fonctionner autrement. Et depuis quelques années maintenant, ça porte un nom. Maintenant, ce qu'on fait, ça s'appelle l'habitat inclusif. Alors l'habitat inclusif, c'est la conjugaison à la fois d'un lieu, d'un logement, qu'on appelle logement ordinaire, puisque ça ne rentre pas dans le champ du médico-social, et d'un service d'accompagnement. On a nécessairement les deux. L'objectif, c'est de travailler un projet d'inclusion sociale des personnes qui y vivent. Et donc, vous avez peut-être déjà entendu parler du guide de l'habitat inclusif, un document qui a été rédigé et présenté par Madame la Ministre il y a un peu plus d'1 an maintenant, ou presque 1 an. Et j'ai tiré une définition d'habitat inclusif que je ne vais pas vous lire là. L'idée, c'était juste de vous donner un petit peu de contexte. Mais ce qui est important dans l'habitat inclusif et dans l'accompagnement qu'il propose, c'est qu'on apporte non seulement on va dire les 2 premiers piliers que ferait un SAD qui interviendrait au domicile d'une personne, en l'occurrence l'accompagnement à l'autonomie et la sécurisation la veille, mais on va apporter aussi 2 autres piliers fondamentaux, c'est l'animation de la vie collective, puisque l'habitat inclusif comporte nécessairement un aspect de vie collective, et surtout un accompagnement à l'inclusion sociale.
Donc il y a deux types d'habitat inclusif qui se présentent aujourd'hui. Il y a les appartements dits regroupés. Donc vous avez, je pense que c'est un petit peu plutôt votre modèle, à savoir c'est des appartements autonomes et les personnes vont passer, on va dire, 80% de leur temps dans leur chez eux et 20% dans un espace collectif où ils vont faire des activités ensemble ou prendre des repas ensemble. Nous, on a pris le contre-pied de ça. Nous, c'est plutôt des appartements dits partagés, puisque c'est une colocation où chacun a sa chambre, sa salle de bain, mais tout le reste des espaces, salon, cuisine, buanderie, tout est partagé. Et donc, ils vont passer 80% de leur temps ensemble dans des espaces communs et que 20% de leur temps tout seuls dans leur chambre. Alors, je vous ai mis sur la slide suivante quelques actualités. Je vais encore une fois pas tout vous lire, mais c'est pour vous montrer à quel point l'habitat inclusif vit, on va dire, des débuts très actifs. Et je vais souligner donc le rapport IGAS en septembre 2016 qui a donc depuis permis la mutualisation de la PCH, qui est un pas énorme pour nous tous qui créons des habitats inclusifs. Décembre 2016, le comité interministériel qui fait de l'habitat inclusif une des priorités dans le cadre de ses axes de travail. Je vais citer aussi le 30 novembre 2017 qui est la journée nationale de l'habitat inclusif, la première, qui va se répéter certainement dans les années à venir. Et puis la dernière date que je vais vous citer, c'est celle du 6 août 2018, la plus récente, c'est Madame la ministre qui est venue, qui nous a fait l'honneur de venir nous rendre visite à la Croix-Valmer et qui montre encore une fois bien l'engagement du gouvernement pour aider à développer ce type de lieu de vie. Alors qu'est-ce qu'on fait au sein du Club des 6? On va travailler surtout un axe qui est l'axe de l'inclusion sociale. L'inclusion sociale, elle se passe déjà au sein du groupe, les 6 colocataires. Ensuite, on va travailler cette inclusion aussi avec les voisins directs, puisque vous l'avez compris, 7, pardon, parce qu'en fait, Sabrina me corrige toujours, parce qu'effectivement, il y a 6 colocataires dits permanents et il y a un petit appartement tremplin dans lequel vit une personne qui est déjà en quête d'autonomie et qui a déjà un premier pied en dehors de la colocation pour reprendre un parcours de vie ordinaire. Donc 7, merci Sabrina de me corriger. Donc au-dessus de la colocation, on a créé des logements sociaux. Donc on va travailler aussi les relations de voisinage avec ses proches voisins. Et puis surtout, bien entendu, on va travailler aussi l'inclusion dans la cité au sens large. Et ça se pratique également par la présence forte de nos colocataires et la participation forte dans tout ce qui est proposé par la ville. Les associations, vous avez vu tout à l'heure dans le film Sabrina à la crèche, le village qui vient chez nous, on se transforme régulièrement en restaurant éphémère, on fait des vides-greniers chez nous. Tout est prétexte en fait pour créer ces liens et entretenir ces liens entre les personnes. Et puis on va surtout s'attacher aussi à travailler, à élaborer avec chacun de nos colocataires un projet d'engagement citoyen. On appelle ça le travail d'utilité sociale. Aucun de nos colocataires aujourd'hui n'est en capacité de travailler au sens propre, mais par contre tous sont capables et désireux de montrer à la société qu'ils peuvent se montrer utiles. Donc que ce soit encore une fois la présence de Sabrina toutes les semaines à la crèche du village, que ce soit Franck ou Jérôme qui donnent des cours de soutien scolaire, les visites que chacun des colocataires rendent aux personnes âgées qui sont sans famille à la maison de retraite, tout ça ce sont des témoignages de leur part de montrer qu'ils ne sont pas inutiles à la société, au contraire, ils apportent on va dire grandement leur pierre à l'édifice pour que la société puisse prendre ce qu'on appelle maintenant ce fameux virage inclusif, qui est un peu le mot d'ordre de toutes les autorités, administrations qui travaillent ce projet. Alors 3 principes de vie nous guident au sein de la vie au Club des 6. Le premier, je ne vais pas y revenir parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est l'autodétermination. Le deuxième, c'est l'entraide. Ils ont tous des niveaux d'autonomie différents et donc ils peuvent s'entraider les uns les autres selon leurs capacités. Et puis surtout une participation forte aussi à la vie quotidienne. Moi je dis toujours au Club des 6, on n'est ni le Club Med ni un hôtel, donc on n'a pas des prestations hôtelières, ils sont eux-mêmes responsables de l'entretien de leur chez eux, des menus, des préparations de repas. Pas de femme de ménage, effectivement. Et puis on n'est pas un Club Med parce qu'on n'est pas juste là pour dérouler des activités et faire de l'occupationnel. Ils doivent eux-mêmes commencer à reprendre possession de leur journée et de leur vie. Faire les courses aussi, oui. Alors je vous ai mis quelques photos pour vous montrer aussi, vous l'avez vu dans la vidéo, mais nous on met beaucoup l'accent sur le fait que ça ressemble surtout pas au milieu médico-social, mais vraiment un appartement. Alors j'ai rien contre le médico-social, hein, bien entendu, mais il faut juste avoir différentes offres pour répondre aux besoins de tout le monde. Donc nous, typiquement, notre mobilier, on va l'acheter tout comme vous, chez Alinea, chez Ikea, ainsi de suite. Donc des couleurs chaudes dans lesquelles on va mettre beaucoup l'accent aussi sur le confort, le cosy, pour qu'ils se sentent bien et stimulés.
Donc notre première à la Croix-Valmer, la deuxième qui est en Charente-Maritime, qui est la villa Amandine, du nom d'Amandine, une de nos colocataires, puisque chaque nouvelle villa est désormais parrainée par un de nos colocataires. Et puis je vous montre aussi sur la slide d'après quelques images des futurs projets. En fait, si au départ j'avais juste pour projet de créer la villa Sabrina pour Sabrina à la Croix-Valmer, au bout d'1 an et demi de fonctionnement, j'ai décidé, au vu des progrès de l'épanouissement de tout ce petit groupe, j'ai décidé d'essaimer ce projet. Moi, je suis un peu un entrepreneur dans l'âme. Et donc, on est parti pour ouvrir donc, notre 3e colocation à la fin de l'année à côté de Bordeaux. Et puis, 3 nouveaux projets l'année prochaine un peu partout en France. Et je finirai sur cette petite slide ici. Quel impact social? Parce que si on fait tout ça, c'est bien entendu pour apporter des nouvelles choses. Donc pareil, je ne vais pas vous lire l'ensemble des textes qui est écrit, mais peut-être juste souligner que 83% des colocataires estiment qu'ils ont progressé, et ça déjà c'est énorme. On apporte beaucoup aussi en termes d'équilibre familial, puisque les aidants familiaux peuvent dorénavant se concentrer aussi sur leur propre vie, leurs propres liens sociaux et leur propre santé. Et puis le 4e axe, la société inclusive. Encore une fois, les preuves que ces personnes se sentent de plus en plus inclus dans la société, c'est apporté notamment par les commerçants, puisque 80% des commerçants estiment qu'ils n'ont plus la même appréhension qu'ils avaient avant face à des personnes en situation de handicap. Alors donc petit à petit, on change notre société. Et on y arrive ensemble, vous, avec l'offre que vous proposez, et puis nous, petits nouveaux, qui entreprenons dans un domaine un petit peu nouveau, à taille plus petite et familiale. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à Karine, qui travaille chez nous depuis maintenant 4 mois. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Karine et donc je travaille depuis 4 mois à la Villa Sabrina comme aidante familiale auprès des 6 colocataires. Donc je crois qu'il y a pas mal de choses qui ont été résumées juste avant, donc je ne sais pas trop quoi ajouter ou par où commencer. Qu'a motivé déjà votre choix de vouloir travailler dans ce type de Alors moi en fait j'avais le souhait, parce que j'ai travaillé en structure comme on dit, et en fait j'avais le souhait de travailler à domicile. Donc j'ai cherché un petit peu, fait des recherches. Et c'est vrai que ça correspondait en fait au choix de vie et au choix professionnel que j'avais envie de poursuivre après ma formation d'AMP, puisque c'était assez récent, somme toute, puisque ça fait 3 ans. Voilà. J'ai eu dans le passé donc travaillé pour des mouvements humanitaires, des structures assez grosses. Donc j'avais envie d'être en petite équipe, petite maison. C'est tout à fait ce que je cherchais. Alors peut-être pour bien comprendre, Maëlys, et pour compléter, parce que dit travailler en petite équipe, ceci étant, vous êtes un tout petit effectif de résidents, 6 ou 7 personnes selon comment on l'apprécie, avec, dans ce que j'ai compris, un encadrement malgré tout assez étoffé par le biais de la mutualisation de la PCH. Hein. Et donc, du coup, vous avez quand même un ratio d'encadrement qui est assez intéressant. Comparativement à nos établissements médico-sociaux, on n'a pas du tout le même ratio d'encadrement en fait. Ah, effectivement, et vous avez certainement tous suivi aussi les dernières émissions un peu à scandale sur les situations en maison de retraite, encore hier soir sur M6. C'est vrai que nous, il y a beaucoup plus que 10 minutes pour la douche le matin, puisqu'ils sont 3 aidants pour 6 colocataires. Donc chez nous, on prend notre temps. Et si la douche, elle met une demi-heure, elle met une demi-heure. Et s'ils ont fini qu'à 9h30 leur douche, ils ont fini à 9h30 leur douche. Ce n'est pas un problème pour nous. On vit à leur rythme et certainement pas, eux vivent à notre rythme. Oui, en fait, c'est beaucoup ça. Voilà, c'est résumé. C'est nous qui nous adaptons à leurs besoins. On va chercher leurs besoins et ce n'est pas eux qui s'adaptent donc à l'établissement. Oui. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas un hasard si vous avez choisi un seuil en termes d'effectif maximal de résidents, parce que ça vous évite aussi d'être dans toutes les contraintes que peuvent connaître les établissements médico-sociaux, puisqu'on est soumis à un certain nombre de règles en tant que RP, alors que là, ça vous donne beaucoup plus de souplesse. Je pense que c'est aussi un atout, et ça vous occasionne peut-être beaucoup moins de charges dans le fonctionnement courant. Ça, désolé de te décevoir, mais c'est un peu le fruit du hasard. En fait, j'avais visité un concept qui s'appelle la maison des 4. Je trouvais que 4, c'était pas assez pour optimiser les chances que plusieurs personnes s'entendent bien. Et après, comme la marque, le club des 5 était déjà déposé, j'ai dit club des 6, et puis on est parti sur 6. Donc c'est vraiment le fruit du hasard.
Ça se joue à peu de choses. Hein. Ça joue à peu de choses. Et surtout que nous, on n'a pas de ce qu'on appelle, souvent on me demande est-ce que 6 c'est ton point mort. Il n'y a pas de point mort puisque chaque colocation va avoir un nombre d'aidants qui va être proportionnel aux heures de PCH. Donc plus ils seront dépendants, plus il y aura d'aidants, moins ils seront dépendants, moins il y aura d'aidants. Donc on somme les heures, on divise par 35 heures par semaine et on trouve le TP correspondant. Très bien, bravo. Je crois que vous êtes responsable d'équipe. Hein, vous pouvez peut-être nous témoigner aussi de votre pratique, d'autant que je crois me souvenir que vous aviez, vous, une pratique d'établissement médico-social auparavant. Tout à fait. Donc, bonjour à tous. Si, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Donc, voilà, moi, j'ai un parcours institutionnel. J'ai fait à peu près, on va dire 15 ans pour la Croix-Rouge. Donc, ça fait, éducatrice spécialisée? Oui, c'est ça. Et responsable éducatif aussi à la Croix-Rouge. Donc ça fait 1 an que je rejoins le Club des 6. Donc effectivement, c'est une prise en charge qui est atypique. Je dis souvent, justement, tout le temps, lors des recrutements, je dis à mon équipe, à ceux que je recrute, pardon, d'oublier tout ce qu'ils connaissent. C'est important. C'est très important parce que quand on arrive, on est complètement désaxé dans le sens où tout ce qu'on a appris du métier, qu'on soit éducateur, AMP, aide-soignant, est complètement remis en question parce que la prise en charge est complètement différente. Et c'est une prise en charge de proximité. C'est une prise en charge où c'est nous, en tant qu'intervenants, qui devons nous adapter aux attentes des personnes. Et il n'y a plus cette pression institutionnelle qui demande à l'intervenant d'aller très vite. Aller très vite pour un soin, aller très vite pour une douche, pour un accompagnement, pour un entretien. Là, chaque moment est vraiment rythmé par le colocataire. Et c'est vraiment une notion qui est très importante parce que justement, c'est la manière dont on va permettre au colocataire d'être acteur de sa vie, être acteur de son projet. Et surtout, on va lui permettre de pouvoir mettre en exergue ses envies et ses désirs. Chaque projet est réfléchi, est parlé, et est mis en place avec le colocataire et pour le colocataire. Donc c'est une notion qui est très importante parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a 7 colocataires et les 7 colocataires bénéficient, on va dire, à peu près tous de 10 heures par jour de prise en charge individuelle. Parce qu'on est 4 pour 7. Et donc c'est vraiment important. Voilà. Par contre, donc, vous assumez avec les résidents toute la gestion quotidienne, donc vous n'avez pas du tout de personnel technique, de services généraux et autres. Ça aussi, c'est un choix d'organisation qui peut-être vous donne du coup plus de moyens dans l'encadrement quotidien. Alors c'est un choix d'organisation, certes, mais aussi c'est un choix dans le sens où c'est très important parce que les colocataires, font tout ensemble. Donc l'équipe, c'est une équipe multifonction qui va faire la cuisine, qui va faire le ménage, l'entretien des locaux, les activités, l'accompagnement éducatif, les soins. Et cette relation-là, cette façon de travailler permet aussi aux colocataires de travailler avec nous. Chaque chose, chaque situation est faite avec le colocataire. Quand on dit qu'on fait la cuisine, certes, on va faire le menu, mais le menu est fait avec le colocataire, les courses sont faites avec les colocataires. Donc finalement, on ne peut pas avoir une cuisinière, une femme de ménage, sinon ça perd tout son sens. Voilà. Et puis ça permet aussi de diversifier les pratiques et puis vraiment de créer cette relation de proximité qui est très intéressante. Très bien. On a vu dans le petit film que vous attachiez une grande importance à ce que votre implantation soit dans le cœur de la cité et on a pu noter que vous créiez beaucoup d'événements pour que, on parle du changement de regard des citoyens, vous êtes du coup force militante, je dirais, en créant tout un tas d'animations, de loisirs en fait, pour inviter les riverains.
Au-delà de ça, on fait partie intégrante en fait, du village, comme toute personne. Donc, on va organiser au même titre que n'importe qui. Hein. On va organiser des vide-greniers, on va organiser des repas à thème. Là, on a une soirée disco qui est prévue d'ici fin novembre. Donc, ce sont des événements. Voilà, quand on est chez soi, on a envie d'inviter du monde. Et ben là, voilà, on le fait. Le loto, voilà. Voilà, il y a un loto. Elle nous l'apprend. Sabrina, tu nous l'apprends. Voilà. Alors Sabrina, puisque tu prends la parole, j'en ai envie de te poser aussi quelques questions, évidemment. Est-ce que tu peux déjà rapidement te présenter? Ta sœur l'a un peu fait, mais tu peux peut-être nous raconter, et puis surtout nous dire pourquoi toi, tu as choisi la colocation comme mode de vie. D'accord. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Sabrina. Là, j'ai 37 ans. Alors, à 18 ans, j'ai eu un accident de voiture. Alors, c'était après avoir passé 6 ans à l'hôpital et dans le centre de rééducation, mes parents ont décidé de me reprendre chez moi à la maison. Parce que Sabrina peut parler des heures. Donc, je guide un peu. Je suis timekeeper de Sabrina. Pourquoi la colocation? Alors, après passer 4 ans chez moi, j'avais envie de vivre ma vie de femme. C'est-à-dire faire des sorties à des jeunes et aussi passer du temps avec eux. Et aussi passer des soirées avec eux. C'est tout. C'est tout. Voilà. Et alors, dis-moi Sabrina, toi, quels sont les avantages que tu vois dans ton mode de vie aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'apprends l'autonomie, c'est-à-dire à vivre seul. Seul. Forcément. À faire tes choix en fait. Quand tu parles d'indépendance, justement, d'autonomie, qu'est-ce qu'il y a de bien? Qu'est-ce que tu vis de bien dans la colocation? En plus de l'autonomie? Qu'est-ce que tu aimes bien là-bas? Alors là, j'aime être avec des personnes de mon âge. Après. D'accord. Et alors comment ça se passe avec les personnes de ton âge là? Parce que tu es quand même en colocation, donc parfois ça peut être aussi difficile. Oui. Enfin, alors, bien heureusement, on a chacun sa chambre. C'est une force. Il y a des choses difficiles que tu vis parfois? Qu'est-ce qui est parfois compliqué?
Il faut se mettre d'accord sur des menus, il faut partager les tâches. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles, donc qu'est-ce qui se passe? Ah, en plus Très très souvent, ce sont les garçons qui me laissent la tâche de la table et aussi de la vaisselle et aussi de la cuisine. Et à chaque fois. C'est terrible, ces garçons, hein, franchement. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, on a un peu de temps du coup pour entendre les différentes questions et je vois que Bruno me fait des signes. En attendant qu'il arrive et comme j'ai le privilège d'avoir le micro, moi je voulais savoir, Madame Balthazar, donc sur votre structure, donc vous avez globalement, si on devait parler de taux de réussite de vie en autonomie, ce serait de quel ordre? Et combien de temps il faut pour préparer des personnes avec quand même un handicap lourd à pouvoir vivre en autonomie? Je n'ai pas de réponse toute faite. La première chose, je me permets juste de revenir sur une chose, on n'est pas un habitat regroupé, enfin pas au sens propre, ce que vous soulignez tout à l'heure. L'établissement est en soi un outil à la démarche. Donc c'est pas un habitat, enfin au sens du puriste du terme, c'est pas un habitat regroupé. On met, en général, il faut 4 ans pour engager l'ensemble du processus, je dis bien en moyenne. Donc il y a 2 ans sur la structure collective, où chacun a son studio, et 2 ans sur son appartement en structure complètement en autonomie, puisqu'il s'installe chez des bailleurs sociaux. Le taux de réussite, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on entend par taux de réussite? Oui, bien sûr. Est-ce que le taux de réussite... c'est qu'ils finissent par nous dire, je vais être vulgaire, mais c'est quelque chose que j'aime bien quand ils me le disent, est-ce que c'est le fait de nous dire merde, je n'en veux plus, je ne veux plus de ça, par contre je veux faire ça, ça je considère que c'est une réussite. Est-ce que le taux de réussite, ça s'est installé en milieu ordinaire, et on a 12 personnes qui depuis l'ouverture sont installées en milieu ordinaire, complètement indépendants, et pas forcément sur Nancy, c'est-à-dire où ils pourraient avoir le repris de l'établissement, hein, puisqu'on a des personnes sur Ajaccio, sur Lyon, dans le Loir-et-Cher. Donc, c'est pas le miroir aux alouettes, c'est-à-dire ils ont vraiment appris à se débrouiller seuls avec les services de recours qui pouvaient être les leurs. Et après, est-ce que quelqu'un qui est en capacité de faire des choix et quand il vient nous rencontrer avec l'équipe et qui dit voilà, alors vivre seul, finalement, j'ai bien réfléchi. Pour moi, ça va être trop dur parce que j'ai identifié que la solitude me faisait peur. Parce que j'ai peur de l'autre, parce que j'ai peur que plus personne ne puisse suivre mes soins correctement. Est-ce que je préférerais quand même retourner en foyer? Mais cette personne-là, au départ, elle est notifiée dans un établissement lourd. Donc elle va pouvoir être en foyer avec une autonomie. Donc elle est dans une prise en charge qui est beaucoup plus légère que ce qui lui était, entre guillemets, affecté initialement. Donc c'est pour ça que le terme de réussite, ça dépend où on met le curseur. Voilà. Merci. Alors une question de la salle qui s'adresse au Club des 6. Les parents ou la fratrie des colocataires dans le Club des 6 ont-ils une place spécifique? Et si oui, laquelle? Ont-ils leur mot à dire? Alors, dans l'organisation de notre projet, on est nous-mêmes, on a une société qui est le bailleur social. On a créé aussi un SAD qui emploie donc les aidants professionnels. Et au milieu de tout ça, il y a l'association Le Club des 6, qui est bien l'association des colocataires et de leurs familles. Donc oui, ils ont leur mot à dire, ils sont dans l'association, c'est eux qui portent le projet social d'inclusion en fait. Et c'est à ce titre-là que moi j'interviens notamment au titre de la famille de Sabrina.
Nous avons aussi dans le Club des 6 une chambre d'amis qui permet aux colocataires de recevoir leur famille ou leurs amis qui viennent du coup séjourner chez eux, comme si vous aviez une chambre d'amis, vous accueillez votre famille chez vous. Et c'est ce qui permet aussi de maintenir les liens avec sa famille, et pas juste des visites de quelques heures, mais on a par exemple la sœur d'un de nos colocataires qui habite à 500 km et qui vient un mois et demi, tous les 2 mois, elle vient passer une semaine dans le même appartement que son frère du coup, et donc partager tous ces moments avec lui. Le temps que d'autres arrivent, moi j'en ai une autre pour Mme Balthazar encore. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur les outils de communication que vous avez développés? Parce que on imagine, et puis tout ce qui est domotique aussi, parce qu'on imagine que pour acquérir une certaine capacité à être autonome, il faut déjà, et pour préparer les gens ça veut donc dire qu'il faut quand même créer des échanges assez riches, et puis il faut aussi investir dans une domotique qui permettent de pallier les difficultés des personnes polyhandicapées. Alors, je vais vous décevoir sur les 2 sujets. La communication, on est très mauvais sur la façon dont, si vous entendez sur communication sur l'extérieur, on est mauvais. Et la domotique, très peu, puisque c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, la domotique en soi crée une dépendance. Donc c'est comment est-ce qu'on peut compenser avec ce qui est le plus universalisable possible. C'est-à-dire que quand ils sortent, donc on a effectivement de la domotique, j'en vais dire, imposée, on a des rails, effectivement, on a des élèves malades, on a un certain nombre on a des volets qui s'ouvrent, on a des lumières, mais on n'est que du très 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 classique finalement, puisque quand on a voulu transposer ce dispositif au milieu ordinaire, la première chose que nous ont dit les bailleurs sociaux, c'est « Oh là là, mais adapter un appartement pour une personne en situation de handicap, mais vous n'y pensez pas, ma bonne dame ». Dans les d'ici, justement, on va y penser. Et on a beaucoup travaillé avec les ergothérapeutes pour pouvoir transposer ce qu'on peut utiliser dans nos milieux chez nous, mais qui soit accessible à la personne en situation de handicap. Par contre, on a appris à cette personne soit le piloter directement, soit le faire piloter par l'aide humaine qui était mise à sa disposition. Et c'est comme ça qu'on a compensé et qu'on peut se permettre de cette projection dans le milieu ordinaire. La domotique est un coût financier très important et on ne voulait pas de ce coût-là. D'accord, merci. Il n'y a pas d'autres questions dans la salle? Ah, un micro là, c'est... Ce matin, on parlait aussi de la question du choix, de l'importance que les personnes, alors je ne sais plus comment il faut dire, handicapées, en situation de handicap, vivant le handicap, enfin voilà, puissent choisir. Du coup, j'aimerais bien que vous nous redisiez un petit peu la façon dont s'organise le choix des colocataires, parce que une des questions importantes en institution plus classique, et surtout quand les gens vivent en institution, enfin de façon en internat, entre guillemets, ils ne choisissent jamais les personnes à qui ils vont vivre. Bon, vous me direz, on ne choisit pas ses collègues de travail, mais par contre, on choisit les gens, nous, avec qui on va vivre dans la maison. Donc, rien que ça me semble être un paramètre important de départ, parce qu'ils font le choix et comment ça s'organise. Nous, on a un maître mot, c'est la cooptation. Et on a donc des candidats colocataires qui viennent faire des séjours tests dans la chambre d'amis, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui font faire 3 séjours. Ça commence par 1 semaine, puis ils repartent chez eux, 2 semaines, puis 1 mois ou 2 mois. Et entre chaque séjour test, les autres colocataires ont la parole pour effectivement s'exprimer et dire nous voulons continuer avec cette personne parce que cette personne apporte quelque chose au groupe, ou au contraire, et c'est déjà arrivé, nous ne voulons pas de cette personne avec nous. Donc l'équipe des aidants est là pour évaluer si nous sommes en capacité de prendre en charge les candidats, parce que nous ne sommes pas médicalisés, donc on a nos limites. Alors si c'est des interventions médicales ponctuelles, on fait venir les SIAD par exemple chez nous, mais ça doit rester limité.
Donc on n'a pas d'autres contraintes que celle-ci. Après, la parole est aux autres colocataires qui décident s'ils veulent ou pas. Alors, c'est les colocataires qui choisissent. Ils ont une réunion de colocataires une fois par semaine. Et pendant ce temps de réunion, justement, on pose la question des futurs candidats, entre guillemets, des futurs colocataires. Et c'est là qu'ils prennent une décision. Voilà, donc c'est déjà arrivé récemment, hein, où ils ont refusé d'accueillir une personne à la colocation. Je dirais même plus loin, ils ont même souhaité la sortie d'un des colocataires. Et donc on a accompagné la sortie de ce colocataire parce que tous les autres considéraient que cette personne nuisait à leur vie au quotidien. Alors, moi j'avais une autre question pour le Club des 6. Donc on sait que la PCH... c'est une aide qui est plus particulièrement ciblée sur l'aide humaine, mais comment vous avez pu aménager tout ce qui est mobilier, tout ce dont vous parliez, qu'on achète au niveau d'IKEA ou qui finance en fait, comment est financé tout le mobilier, tout l'aménagement qu'on a pu voir dans le reportage? Alors c'est le bailleur social, donc c'est une des entreprises qui fait partie du dispositif, qui prend à sa charge le mobilier, qui prend d'ailleurs, je vais aller un peu plus loin, qui prend à sa charge aussi la vacance locative, puisque c'est une colocation, mais les colocataires ne sont pas solidaires entre eux pour le loyer, donc si à un moment donné il n'y en a que 5, et ben, le bailleur social attend que le 6e vienne pour appeler son loyer. Et la troisième chose que prend en charge aussi le bailleur social, nous créons des petits collectifs qui font entre 1 et 2 étages maximum. Mais donc nous insistons systématiquement sur la présence d'un ascenseur même s'il n'y a qu'un étage, sauf qu'un ascenseur ça coûte cher si vous le répercutez sur très peu de locataires, donc le bailleur social prend à sa charge aussi les frais d'entretien de l'ascenseur. On appelle ça l'ascenseur social chez nous. D'autres questions? Oui, là-bas. Quand on parle bailleur social Maïlis, donc pour bien comprendre, il y a donc en fait un investisseur qui finance le coût de la construction et de l'aménagement, qui intègre au-delà de la structure du Club des 6 des logements sociaux qui sont au-dessus. J'imagine qu'il y a un certain volume de logements pour qu'il y ait un équilibre de l'opération et du coup un loyer qui reste réaliste. Alors, oui et non, en fait, on construit aujourd'hui à un prix au mètre carré. Donc, si on construit effectivement 100 mètres carrés, ça va coûter trop cher l'unité. Mais nos collectifs, ils font entre 800 et un peu plus de 1000 mètres carrés, pas plus. On souhaite vraiment être petit pour s'implanter en cœur de village. Et on va respecter une proportion dans le sens où les colocataires vont représenter entre 1/3 et la moitié des habitants de l'immeuble. Ni trop, ni trop peu. On insiste aussi sur cette petite taille de groupe, les clubs des 6, parce que c'est beaucoup plus simple d'intégrer 6 personnes en situation de handicap dans une petite commune. Et nous, on aime bien les petites communes parce qu'on a du coup des relations de proximité avec les habitants, que si on était 20 ou 30 personnes, et là on serait en surnombre en fait. Monsieur Brisbeck. Donc j'avais une petite question. Je trouve que les deux dispositifs sont très intéressants et ma question qui vient en tant que professionnel, c'est, je m'adresse plus là aux professionnels qui interviennent dans ces deux structures. Comment vous vivez-vous des tâches qui sont un petit peu plus, élargies que ce qu'on peut avoir dans une structure, je dirais, ordinaire? Est-ce que c'est quelque chose qui a été une valeur ajoutée sur votre expérience de professionnel, ou c'est quelque chose que vous regrettez? C'est effectivement dans un établissement comme le Club des 6, quand une ampoule est grillée, c'est pas l'homme d'entretien qui vient changer l'ampoule. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous vivez comme quelque chose qui a été un enrichissement, ou quelque chose que vous regrettez un petit peu d'avoir ces... Voilà ma question. La polyvalence, en fait. Alors en fait, on est une équipe multifonction et on est recruté donc pour cette multifonctionnalité, on peut dire. Donc on fait beaucoup de choses différentes, effectivement. On fait la cuisine à tour de rôle.
Je pense que ça nous plaît, mais on le fait comme on le fait à la maison pour ses enfants ou sa famille, exactement de la même façon. Donc ça me semble pas une tâche ingrate, à part quand c'est comme dit Sabrina, toujours les filles qui font la cuisine. C'est le cas aussi chez les aidants. Et on se partage. Les garçons font d'autres choses, du bricolage que nous on ne fera pas forcément, du jardinage. Voilà, les relations sociales effectivement dans le village. Ça c'est tout le monde. Et c'est multifonction. Non, moi j'ai pas de regret là-dessus. À partir du moment où on postule dans une petite structure comme ça et qu'on nous demande d'être justement polyvalent, bon, je crois que c'est plutôt un atout. Voilà, c'est exactement l'objet de ma question, c'est que je trouve que ça C'est un élargit plus. énormément vos actions, puisque on peut tant être sur une préparation de repas qu'une aide à la toilette. Enfin, je vois ça de façon beaucoup plus large et enrichissante. Donc c'était ma question, si c'était quelque chose que vous préfériez ou qui était un plus par rapport à une institution traditionnelle. Disons qu'aussi par rapport à une structure médico-sociale, quand on fait la cuisine avec un coloc, de la même façon qu'on tisse avec son enfant, enfin son fils ou sa fille ou ses cousins ou ses cousines, on tisse autre chose que dans le soin ou dans la pure activité. Quand on est par exemple éducateur spécialisé, effectivement on ne fait pas à manger, par exemple, je pense, ça m'est arrivé aussi, mais je veux dire par là on tisse autre chose, une complicité, un lien qui se fait dans la cuisine ou même dans le nettoyage d'une salle de bain. Moi, je vais juste rajouter, par contre, que c'est pas systématique que ce soit perçu comme une valeur ajoutée. On a beaucoup de personnes qui ont baissé les bras très vite. Oui, voilà, ceux qui restent, forcément, ils trouvent une valeur ajoutée. Mais on a des personnes qui effectivement disent, moi, je suis pas MP pour accompagner des personnes en situation de handicap à faire le ménage dans leur chambre ou à faire la cuisine, c'est pas mon boulot. Tout comme on a aussi des personnes qui ont beaucoup de mal avec ce nouveau rythme qui justement est absent. C'est-à-dire que dans le monde médico-social, on avance. Nous, parfois, juste on se pose, on fume une cigarette avec un colocataire, on joue à la Wii, on fait un cours de chant. Enfin, ils travaillent beaucoup aussi, mais pas du tout dans un rythme effréné. Et on a des personnes qui ont beaucoup de mal avec ça et qui ne savent pas quoi faire en fait. Et donc, on a besoin de personnes qui sont capables de prendre des initiatives. Ou stimuler les colocataires et qui n'attendent pas juste qu'il y a une espèce de programme qui tombe. Voilà. Donc tout le monde ne s'y retrouve pas. Je vais avoir une autre type de réponse, si vous me le permettez. La façon de travailler en prestation de service, en fait, ça change aussi l'approche des professionnels. C'est-à-dire que les professionnels sont effectivement plus une fonction, mais sont des multiples compétences. Et ces compétences-là, ils en deviennent experts, quel que soit leur niveau de métier. C'est-à-dire que quand un éducateur chez moi, on lui demande d'aller faire une évaluation en ESAT auprès d'un usager qu'il ne connaît pas, d'une personne en situation de... Ça veut dire qu'il met à profit, il a une valeur ajoutée par rapport à ses autres collègues. Il devient expert à l'extérieur de sa structure et il est en capacité d'évaluer. On a eu une discussion il y a très peu de temps avec mes AMP et mes aides soignantes. Les filles me disaient, des fois on ne s'y retrouve pas. Alors je dis ok, donc on va redécliner. Quand vous êtes en ce qu'on appelle la phase 2, donc quand vous êtes en appartement en ville, qui est-ce qui est le plus auprès du résident? Nous, d'accord. Donc quand il sort, qui est-ce qui a transmis, qui est-ce qui a donné, qui est-ce qui a accompagné dans la phase la plus dure? Nous. Et ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont sortis de leurs tâches et du travail qu'ils font. Donc, il y a eu un questionnaire qui a été passé il y a très peu de temps dans ma structure, puisqu'il y a un mémoire qui a été fait sur le processus d'innovation est-il applicable au médico-social, où l'ensemble des professionnels a été interrogé de façon anonyme, mais pas en fonction des missions qu'ils exerçaient, et tous concourent à dire qu'ils ont évolué avec cette structure et ils se sont enrichis, et finalement sans formation, mais avec beaucoup de bon sens. Et ils en sortent tous plutôt satisfaits. Alors, une question par SMS. Auriez-vous une idée... Ah, ça c'est la technique, voilà. Auriez-vous une idée de comparaison des coûts de prise en charge par résident pour chaque type d'hébergement? Alors, je peux vous faire deux réponses pour ma part. La première qui va être oui, c'est mon prix de journée. Et la deuxième, on est engagé dans le dispositif Séraphin qu'on a poussé très très loin. Donc, je sais à peu près exactement
le coût de chaque projet individualisé qui est engagé en coût direct. Donc je peux être très précise et on arrive en général, sur une masse, on est sur du 75 000 à l'année, donc on varie suivant les projets à du 130 000 pour redescendre à du 45 000. Voilà, donc de façon très précise. Donc quand on est sur du 45 000, en général, on est sur une sortie en phase 2, puisque c'est à peu près le coût d'une personne en situation de handicap installée en milieu ordinaire au regard de la dépendance de ceux qui sortent chez moi. Enfin, de chez nous, ou de chez eux même. Oui, nous forcément le coût va être différent d'un club des 6 à l'autre, puisque ça dépend encore une fois du degré d'autonomie ou de dépendance des personnes, et donc il y aura plus ou moins d'heures de PCH. Mais si je prends l'exemple de la Croix-Valmer, où ils ont tous besoin d'un accompagnement 24-24 à la base, donc il n'y avait pas 24 heures de PCH, mais il y avait les aidants familiaux qui compensaient. Donc ils auraient été sinon sans parents en masse ou en foyer, donc pour un coût effectivement généralement 75 000 100 000 euros par an. Nous ça représente un coût de 50 000 aujourd'hui à la Croix-Valmer par an par personne. Donc on est quand même beaucoup moins cher parce que effectivement non médicalisé et parce que pas de superposition d'un SAD, d'un SAMSA, d'un SAVS. Finalement on concentre nous toutes ces fonctions transversales. Et on n'a pas, en plus de ça, une coordination. Coordination, c'est Clara qui est sur place, qui est dans l'équipe des aidants, qui l'assure. Coût de l'habitat compris, oui, tout compris là. Et d'ailleurs, je vais préciser que l'investissement, du coup, a été porté par le bailleur social. Donc c'est aussi une capacité pour l'État de se désengager financièrement des coûts d'investissement qui sont colossaux dans les établissements. Si je mets une casquette de gestionnaire, quand j'entends ça, nous, nos coûts moyens de foyer d'hébergement, on est plutôt dans les 70 000 euros à la coigne à la place. Et effectivement, pour la collectivité territoriale, c'est un gros budget annuel. Dans votre modèle, on est sur quelque chose qui est non seulement plus économique, mais qui semble produire une certaine efficacité et satisfaction. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir votre témoignage. Ça nous donne aussi des idées sur l'avenir, en fait. Hein. Mais parce qu'on a beaucoup moins de contraintes que vous, Patrick. En fait, on n'en a tout simplement pas. Moi, j'ai tout fait pour ne pas rentrer dans une case qui pourrait être attachée au médico-social, pour justement éviter toute contrainte. Donc on est un domicile privé où il se trouve que 6 personnes en situation de handicap élisent résidence principale et reçoivent à leur domicile la PCH qui leur a été attribuée. Il y avait une autre question. Oui, ça serait une question assez pratique. C'est comment vous faites pour vous faire connaître auprès des personnes handicapées, pour qu'elles fassent le choix de venir vivre dans une structure comme la vôtre? Alors déjà quand on intervient sur à des moments comme celui-ci, puisque vous en tant que personnes qui travaillent dans les établissements, vous avez peut-être aussi connaissance de personnes qui pourraient avoir plus leur place dans un habitat inclusif qu'en établissement, ce qui permettrait de libérer des places pour d'autres personnes qui sont sur liste d'attente. Après, on est très actifs aussi dans les associations de famille, donc on se fait connaître à travers elles, on se fait connaître au travers de notre site internet, Club des 6. On a une page Facebook, donc dès qu'ils sortent, on publie des activités, enfin les photos, les images, et donc petit à petit, on se crée comme ça notre notoriété. D'accord. Et le journal. On a régulièrement des articles, effectivement, dans le Var Matin. Et j'aurais une autre question aussi. Par exemple, quand pour une personne, ça se passe mal, la colocation, est-ce que vous proposez derrière une aide pour qu'il se réinsère autre part ou par exemple, qu'il soit dans une autre structure ou qu'il soit plus adapté pour lui, un suivi? Alors, pas du tout. On vient de le vivre, effectivement, puisqu'on a dû se séparer d'un de nos colocataires à la demande des autres colocataires. Donc on a essayé d'accompagner, sauf que la MDPH n'a jamais voulu parler avec nous, puisqu'on n'est pas établissement, donc on n'a rien à faire dans le dispositif. C'est comme si un bailleur, effectivement, ou un SAD parlait à la MDPH. Donc on va chercher à contacter après les établissements pour essayer de trouver des passerelles. Et d'ailleurs, on a envisagé avec l'ADAPI une prise en charge de cette personne. D'accord, merci. On a même envisagé un échange. Je t'en donne un, tu m'en donnes un. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, a priori. Marie-Aude, vous vouliez poser une question?
Pascal, je te propose de venir nous rejoindre. Oui, moi je m'interrogeais plus sur le type de profil que vous pouvez accueillir. Donc j'ai bien compris que sur le Club des 6, au niveau médical, il fallait que ce soit une prise en charge relativement limitée. Est-ce que dans l'école de la vie autonome, on peut envisager des personnes avec des déficiences plus importantes que juste un handicap moteur, avec une prise en charge médicale importante? Enfin, c'est vrai que je pense aux masses polyhandicap qu'on peut avoir, nous, au sein de l'ADAPI, ou même les masses avec des troubles du comportement très importants, qui, enfin, pour nous, c'est vrai qu'on aimerait pouvoir offrir autre chose que de l'établissement. Et en même temps, ça nous inquiète aussi de pouvoir aller dans une démarche vers l'extérieur à ce point, avec un logement autonome. Vous soulignez deux choses dans votre interrogation. La première, je reconnais bien le professionnel qui ne met pas une patte dans le vide. Et l'accompagnement qu'on fait, c'est toujours avec une patte dans le vide. Mais ça s'apprend et puis ça se gère très bien et de façon très sereine. Pour les profils, la limite qu'on a, nous, c'est la capacité à la personne à rentrer dans une dynamique d'apprentissage. Et d'ailleurs, le jeune homme qui avait un... J'ai noté... Attendez, je retrouve pour ne pas lui faire... Nicolas le dit très bien. C'est une bataille. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de pouvoir mener la bataille, de se dire je monte mon projet, je gère mon projet et je deviens un jeu. La limite, elle est là. On a des personnes qui n'ont absolument pas accès à l'oralité, on a des personnes qui ne se nourrissent pas seules, mais on a des personnes qui ont suffisamment la tronche pour y aller et relever le challenge qui leur est offert. Après, quand vous me parlez de troubles du comportement, si sa capacité à se contenir si la capacité à se contenir ne permet pas de nouer des relations sociales, bien évidemment, c'est extrêmement complexe. Donc il faut que se nouer des relations sociales, accéder à des codes sociaux soit envisageable. Peut-être juste rajouter aussi un point, c'est que moi je suis partie au départ un peu bille en tête en me disant que cette colocation, elle ne pouvait recevoir finalement que des personnes cérébrolésées, puisque Sabrina étant cérébrolésée, tous les autres devaient l'être aussi. Et depuis, on en est revenu, parce qu'on ne peut pas travailler sur un projet d'inclusion au sein de la société si on commence par une segmentation au sein de la colocation. Donc depuis, on a fait tomber toutes les barrières, et donc avec le départ de notre colocataire cérébrolésé, on est en train d'accueillir, elle a fait son 3e séjour test qui se passe bien, une personne qui est trisomie 21, et pendant les autres séjours tests, on a accueilli tout type de handicap, et donc dorénavant, le Club des 6 sont des colocations à handicap mixte, et les personnes se choisissent par leur tempérament et leur envie de vivre ensemble, et pas par la nature de leur handicap. Ah oui, très intéressant. Merci beaucoup pour vos apports. Je vais demander à Pascal, Jacob, on peut les applaudir en effet. Vous pouvez rester là le temps que... Je voulais demander à Pascal qui va bientôt nous quitter, je voulais lui demander qu'il puisse peut-être réagir un peu sur les témoignages qu'il a entendus et qu'il puisse nous dire peut-être un petit mot avant de nous quitter. Comment vous vivez ça? Quelle exemplarité, quelle formidable passion. Moi, j'aime pas l'espoir, ça fait attendre. Vous nous avez donné, vous êtes des donneurs de passion. Ça fait agir. Ce qui me plaît dans ce que j'ai entendu cet après-midi, c'est le concret. C'est la lucidité. C'est la capacité d'être actif, innovant, créatif. Vous avez vu ce matin, on parlait de valorisation. Qui, plus que jamais, valorise la personne dans la vraie vie que ce que vous avez entendu? Qui, plus que jamais, je voudrais simplement vous raconter ce que j'ai fait à Niort. J'ai rencontré les aides-soignants, les AMP, les personnes qui sont au quotidien, 90% de leur temps auprès de nos amis.
Et eux, lorsqu'ils voient ce progrès d'autonomie, ils sont gagnants. Non seulement ça valorise la personne, mais ça valorise tous ceux qui les entourent. C'est ça, le vivre ensemble. Cette expérience, cette université est exemplaire. Et je me suis chargé de le faire savoir. Vous nous montrez, dans un concret extraordinaire, que les portes sont ouvertes, sont possibles. Je vous inviterai simplement à avoir toujours dans la tête le droit au retour. Car on ne prend pas de risque quand on sait qu'une fois qu'on a quitté quelque chose, on ne pourra pas y revenir. Pensez à ce droit au retour. Il rassure. Il est essentiel. Je voudrais lancer un message aux bailleurs sociaux. Nous allons travailler avec eux sur les caps et j'aurai besoin de votre équipe pour nous aider. Les cités de l'autonomie, du partage, où la colocation sera l'outil principal d'un vivre ensemble. Votre expérience, votre expertise, conjuguée à quelque chose qui est extraordinaire, l'envie. L'envie. Vous êtes des donneurs d'envie. Comment recruter des personnes pour aller dans le monde de tous? Eh bien, le seul moyen, c'est d'être des déclencheurs d'envie, d'autonomie. Merci et bravo à vous. Bravo Patrick, c'est extraordinaire. Il faut qu'on voit ce film partout. Il faut qu'on reprenne ça. Il faut qu'on travaille ensemble. Les expériences de Chinon, les expériences de Villebon, les expériences de Compiègne, les expériences de Valenciennes, l'expérience de la Croix-Valmer doivent être une raison supplémentaire pour que chacun ait droit à la vraie vie. Merci.